pendant que j'étais à l'étranger, mes parents m'ont envoyé un message, nous avons utilisé 60% de tes économies pour acheter une maison à ta sœur. Mais quand j'ai vérifié mon solde, c'était un gros zéro. Je suis immédiatement rentré chez moi, puis ma sœur jalouse s'est moquée de moi et a dit, tu n'as même plus un seul centime. Mais j'ai éclaté de rire, car il n'avait aucune idée de mon plan secret. Bonjour, je m'appelle Avery et il y a tout juste 72 heures, je me tenais au milieu d'un terminal chaotique à l'aéroport de Londres Heathrow, serrant un espresso tiède et ayant l'impression d'avoir enfin conquis le monde. Après 3 ans de semaines de 80 heures acharnées en tant que consultante en informatique à Chicago, j'avais décroché le contrat de ma vie. C'était mon tour d'honneur. Mais ensuite, mon téléphone a vibré avec une notification qui n'a pas seulement gâché ma matinée, elle a effectivement effacé toute ma vie. C'était un message de ma mère, Sarah. Le ton était si désinvolte, si léger, qu'on aurait dit qu'elle me parlait de la météo au lieu d'une exécution financière. Il disait, « Salut, ma chérie. Nous avons des nouvelles incroyables. Lily a enfin trouvé cette magnifique maison coloniale dans la banlieue dont elle rêvait. Le marché est très compétitif, alors nous avons décidé d'utiliser 60% de tes économies pour assurer la compte. Nous savions que tu voudrais aider ta sœur à prendre un nouveau départ. Nous pourrons discuter des détails du remboursement à ton retour aux États-Unis. Je t'aime. » Le bruit de l'aéroport, les valises à roulettes, les annonces à l'interphone et les bavardages frénétiques sont soudainement devenus muets. Tout ce que je pouvais entendre, c'était le sang qui battait à mes oreilles. 60%. Mes économies n'étaient pas seulement un fonds familial. Elles étaient mon filet de survie, mes nuits blanches et mes vacances manquées. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber mon téléphone en naviguant vers mon application bancaire. Je me suis connecté, priant pour qu'elle exagère. Mais quand l'écran s'est chargé, l'air a quitté mes poumons. Il ne restait pas 40%. Il n'y avait pas de filet de sécurité. Le sol ne montrait pas une fraction de mon travail acharné. Il affichait un 0.0 plat, froid et dévastateur. Il n'avait pas seulement emprunté une partie pour Lily. Il m'avait dépouillé. Chaque centime pour lequel je m'étais sacrifié depuis l'âge de 20 ans avait été remis à ma sœur, l'enfant prodige, qui n'avait jamais travaillé à temps plein de sa vie. La trahison m'a fait l'effet d'eau glacée dans les veines. Je ne les ai pas rappelés. Je n'ai pas envoyé de message de colère. Je savais que si je parlais maintenant, je perdrais la tête. Au lieu de cela, j'ai marché directement vers le comptoir des billets. Je me moquais de mon contrat ou de ma réputation à Londres. J'ai utilisé le dernier crédit restant sur ma carte pour réserver le premier vol de retour vers l'aéroport international OR. Alors que j'étais assis sur ce vol de 10 heures, regardant le sombre Atlantique, je ne pleurais pas. Je planifiais. Ils pensaient m'avoir laissé sans rien. Mais ils ont oublié une chose. Je suis celle qui a construit cette richesse, et je suis la seule à savoir comment tout détruire. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai franchi les portes de cette nouvelle maison et l'expression sur le visage de Lily, prenez s'il vous plaît un moment pour aimer et vous abonner. Cela m'aide à continuer de partager ces histoires de limites et de justice. Indiquez votre position et leur local dans les commentaires ci-dessous. Je les lis absolument tous. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi mes parents pensaient pouvoir s'en tirer ainsi. Pour comprendre pourquoi mes parents se sentaient si à l'aise d'entrer dans ma vie et de prendre tout ce qu'ils voulaient, vous devez comprendre la maison dans laquelle j'ai grandi. Nous vivions dans une banlieue verdoyante de la classe moyenne supérieure à Naperville, dans l'Illinois. À l'extérieur, c'était une maison coloniale parfaite comme sur une image, avec une pelouse bien entretenue et une balancelle sous le porche. Mais à l'intérieur, il y avait une hiérarchie aussi rigide que n'importe quelle unité militaire. Mon père, Robert, était un homme qui mesurait le succès à la marque de son cigare et à la brillance de ses chaussures. Ma mère, Sarah, était la conservatrice de l'image publique de notre famille. Et puis il y avait Lily. Lily a 2 ans de moins que moi, mais aux yeux de nos parents, elle était le soleil, et je n'étais que la lune, utile uniquement pour refléter sa lumière. Je me souviens des détails sensoriels de cette maison comme s'ils s'étaient produits ce matin. Le parfum lourd et sucré d'eau de rose de ma mère masquait toujours l'odeur forte et âcre des cigares chers de mon père. Je me souviens de la table de la cuisine. Pas une table fissurée comme on en verrait dans un film triste, mais une table haut de gamme en acajou où chaque repas ressemblait à une performance. Je m'asseyais à gauche, Lily à droite, et mes parents au bout de la table. Le schéma a commencé tôt.
Si Lily voulait une nouvelle robe pour un bal, on me disait que mes crampons de football de l'année dernière étaient encore bons. Si Lily échouait à un test de mathématiques, c'était parce que le professeur était injuste. Si j'obtenais un A-, Robert regardait par-dessus ses lunettes et demandait pourquoi ce n'était pas un A. J'étais la personne fiable, celle qui n'avait pas besoin d'aide, celle qui pouvait se débrouiller. Le moment le plus déterminant s'est produit quand j'avais 18 ans. J'avais passé 4 ans à travailler à temps partiel dans un restaurant local, économisant chaque pourboire et chaque salaire pour mon fonds universitaire. Mes parents avaient promis d'égaler tout ce que j'économiserais. Mais 2 semaines avant mon orientation en première année à l'université de Chicago, Sarah m'a fait asseoir dans le salon. Je peux encore voir son visage, parfaitement calme, pas un seul cheveu de travers. Elle m'a dit que la santé émotionnelle de Lily était une priorité, et que Lily voulait passer une année sabbatique à voyager à travers l'Europe pour se trouver. Ils avaient pris la totalité de mes économies universitaires pour financer son voyage. Quand j'ai protesté, Robert n'a même pas levé les yeux de ses journaux financiers. Il a juste dit, « La famille d'abord, Avery. Tu es intelligente. Tu trouveras un moyen. Lily en a plus besoin. » C'était la mathématique de mon enfance. Mes besoins étaient toujours une variable qui pouvait être résolue plus tard, tandis que les désirs de Lily étaient une constante qui devait être satisfaite immédiatement. J'ai fini par contracter des prêts étudiants massifs et travailler 3 emplois pendant que Lily publiait des photos depuis des cafés à Paris. Je suis devenue experte en survie parce que mes parents se sont assurés que je n'avais pas d'autre choix. Ils considéraient ma résilience non pas comme un trait à admirer, mais comme une ressource à exploiter. Parce que je trouvais toujours un moyen, ils supposaient que je ne manquerais jamais de moyens. Ils ont confondu mon silence avec un accord et mon succès avec un carnet de chèques ouvert. Ils n'ont pas réalisé que chaque fois qu'ils disaient « la famille d'abord » pour justifier de me blesser, ils m'enseignaient lentement que je ne faisais pas réellement partie de leur définition de la famille. J'ai appris que dans leur monde, la famille d'abord signifiait en réalité Lily d'abord. Et tous les autres, en particulier moi, n'étaient qu'un pont sur lequel elles pouvaient marcher. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec une montagne de dettes et 0 aide de mes parents, je n'ai pas passé un seul jour à m'apitoyer sur mon sort. Je n'avais pas ce luxe. Pendant que Lily se trouvait lors de festivals de musique et dans des stations balnéaires financées par Sarah et Robert, j'apprenais la mathématique brutale de la survie à Chicago. Le début de ma vingtaine n'a pas été une série de fêtes. Ce fut un flot de caféine et d'épuisement. Je vivais 2 vies. Le jour, j'étais analyste junior dans une entreprise technologique, enseveli sous des feuilles de calcul et le bourdonnement stérile des centres de données. La nuit, de 4 heures du matin jusqu'au début de mon service, j'étais la boulangère principale dans une petite boutique de Lincoln Park. Les détails sensoriels de ces années sont gravés dans ma mémoire. Je vivais avec l'odeur permanente de levure et de farine accrochée à mes cheveux. Même lorsque j'étais assise dans des réunions de conseil d'administration de haut niveau, mes mains étaient toujours une carte de mon travail, couverte d'ampoules à cause des plaques lourdes le matin et crispées à cause de la programmation tard dans la nuit. Je vivais dans un studio si petit que je pouvais pratiquement toucher les 2 murs si j'étirais les bras. Le radiateur sifflait comme un animal mourant chaque hiver, et je dormais sur un matelas que j'avais trouvé lors d'une vente de liquidation. Mais j'avais un objectif. Chaque dollar était comptabilisé. Je n'achetais pas de nouveaux vêtements. Je ne sortais pas pour boire. J'ai regardé le solde de mon compte bancaire croître centime par centime jusqu'à ce qu'il devienne un nombre à 5 chiffres, puis finalement à 6. Cet argent n'était pas seulement des économies. C'était ma liberté. C'était la preuve que je n'avais pas besoin du système de soutien de la famille d'abord qui m'avait fait défaut tant de fois. Mes parents, bien sûr, ont vu le résultat, mais ont choisi d'ignorer le processus. Ils m'ont vu emménager dans un plus bel appartement sur la Gold Coast. Ils m'ont vu acheter une voiture fiable et m'habiller avec des vestes professionnelles. Pour eux, mon succès n'était pas quelque chose pour lequel j'avais saigné. C'était juste un fait de la nature. Ils ont commencé à parler de ma richesse comme si c'était un puits communautaire dans lequel ils pouvaient puiser chaque fois que Lily traversait une crise, ce qui arrivait souvent. Robert se penchait en arrière à la table du dîner, faisant tourner son vin, et disait « Avery, c'est tellement bien que tu réussisses. Cela nous donne la tranquillité d'esprit de savoir que la famille a un filet de sécurité. » Il n'a jamais demandé combien d'heures de sommeil j'avais perdu pour construire ce filet. Il supposait simplement que, parce que j'étais la personne forte, j'avais une capacité infinie à absorber leur fardeau.
Ils ne voyaient pas mon compte bancaire comme mon avenir. Ils le voyaient comme le plan de secours de Lily. Ils dépensaient déjà mon argent dans leur tête bien avant de le voler réellement. La promotion est arrivée un mardi en octobre. Je me souviens que l'air à Chicago était vif, sentant les feuilles mortes et le lac. Mon patron m'a appelé dans le bureau d'angle et m'a dit que j'étais envoyé à Londres pour un contrat à enjeux élevés de 3 mois. Ce n'était pas seulement un emploi. C'était un tremplin pour ma carrière. Je suis sorti de ce bâtiment avec l'impression que les lourdes chaînes de fer de mon passé s'étaient enfin brisées. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je faisais rarement. Je suis allé dîner chez mes parents pour partager la nouvelle. Je pensais que peut-être, après m'avoir vu atteindre ce niveau, ils me regarderaient enfin avec respect au lieu de me voir simplement comme une source de stabilité. Sarah avait préparé un rôti, et la maison sentait le romarin et le réconfort. Robert a même débouché une bouteille de vin rouge cher. Pendant quelques heures, on aurait dit une vraie famille. Lily était là aussi, inhabituellement silencieuse, ses yeux passant de ma mère à son téléphone. « Nous sommes si fiers de toi, Avery », a dit ma mère, sa voix dégoulinante d'une douceur qui aurait dû me rendre méfiante. « Tu pars si loin. Tu vas nous manquer. » « Et qui va s'occuper des choses ici ?» a demandé Robert en se penchant en arrière sur sa chaise. Il ne parlait pas de mon appartement ou de ma voiture. Il parlait du filet de sécurité familial. « J'ai tout sous contrôle », leur ai-je dit. Mais une petite partie prudente de moi, la partie qui se souvenait du fonds universitaire vide et des crampons de football cassés, m'a dit de faire attention. Je savais qu'ils avaient mes coordonnées bancaires depuis la fois où je les avais aidés avec une demande de prêt hypothécaire. Je savais aussi qu'ils n'hésiteraient pas à les utiliser s'ils estimaient que les besoins de Lily étaient urgents. Alors, j'ai agi. Je leur ai dit que je mettais en place un compte d'urgence familiale pour les 3 mois où je serais absente. Je leur ai dit que j'y mettrais une part importante de mes économies au cas où il arriverait quelque chose à la maison ou à la santé de Robert. J'ai vu la façon dont les yeux de Sarah se sont illuminés. J'ai vu la façon dont Lily a arrêté de faire défiler l'écran de son téléphone. Ce que je ne leur ai pas dit, c'est que ce compte était un leurre. J'avais transféré 90% de ma richesse réelle dans une fiducie aveugle protégée et un compte d'investissement commercial à haut rendement qu'ils ne pouvaient même pas voir, et encore moins toucher. Le compte auquel je leur avais donné accès contenait juste assez pour ressembler à des économies de toute une vie pour quelqu'un qui ne connaissait pas mon vrai salaire. C'était un test de 50 000 $ de leur loyauté. Alors que je conduisais vers l'aéroport O'Hare le lendemain matin, regardant les toits de Chicago rétrécir dans mon rétroviseur, j'ai ressenti un étrange mélange d'excitation et d'appréhension. Je voulais leur faire confiance. Je voulais qu'ils réussissent le test. Mais au fond de moi, alors que l'avion décollait de la piste, je savais que pour Sarah, Robert et Lily, la famille d'abord ne fonctionnait que dans un seul sens. Londres est célèbre pour son ciel gris et oppressant. Mais cet après-midi-là, le brouillard ressemblait à un poids physique contre les fenêtres du sol au plafond de mon bureau dans une tour à Canary Wharf. Je venais de sortir d'une réunion où les associés principaux m'avaient pratiquement offert un poste de directrice permanente. J'étais sur le toit du monde. Ma carrière montait en flèche. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais intouchable. Puis mon téléphone a sonné sur le bureau en acajou. Un message texte de Sarah. Le lire a été comme regarder un accident de voiture au ralenti. Elle n'a pas commencé par « Comment vas-tu » ou « Est-ce que Londres te plaît ?» Elle a commencé par le bonheur de Lily. Lily pleure des larmes de joie, Avery. La maison en banlieue est parfaite. Elle a la clôture blanche qu'elle a toujours voulu. Nous avons utilisé tes économies pour la compte aujourd'hui. Nous savions que tu comprendrais. C'est un nouveau départ pour elle. La famille est de la famille, ma chérie. Je n'ai pas répondu. Mon pouce planait au-dessus de mon application bancaire, mon cœur commençant à battre contre mes côtes avec un rythme écœurant. Je me suis connecté, mon visage reflété dans l'écran sombre du téléphone, l'air pâle et fantomatique sous les lumières du bureau. Je m'attendais à voir les 50 000 $ que j'avais laissés dans ce compte d'urgence réduit à 20 000 $. Je m'attendais à ce qu'ils aient pris exactement les 60% qu'ils prétendaient dans leur logique tordue de la famille d'abord. Mais quand l'écran s'est chargé, le nombre qui m'a dévisagé n'était pas de 20 000 $. Ce n'était même pas de 2 000 $. C'était un zéro plat, froid et dévastateur. Ils n'avaient pas seulement emprunté ce dont ils avaient besoin pour un acompte.
Ils avaient regardé le solde, vu chaque centime que j'y avais intentionnellement placé comme un test de leur loyauté, et ils l'avaient vidé. Ils avaient dépouillé le compte comme des vautours. Ils ne m'ont même pas laissé assez d'argent pour un taxi vers l'aéroport. La rage qui m'a envahi n'était pas brûlante. Elle était au zéro absolu. C'était une prise de conscience glaciale et paralysante que pour Sarah et Robert, je n'étais pas une fille. Je n'étais pas un être humain avec des rêves et des besoins. J'étais un coffre-fort. J'étais un fonds pour les jours difficiles pour leur enfant préféré. Pendant que je travaillais toute la nuit à Londres, ils étaient assis dans le bureau confortable d'un agent immobilier à Chicago, cédant ma sueur, mes nuits blanches et mon sommeil manqué pour une maison dont Lily se désintéresserait probablement dans les 6 mois. La mathématique de mon enfance était revenue en force. Lily obtient la maison, je reçois la facture. Lily obtient les éloges, je reçois un simple message texte. Mais alors que je me tenais là, regardant la Tamise, j'ai réalisé qu'ils avaient commis une erreur fatale. Ils pensaient que ce compte était tout ce que j'avais. Ils pensaient m'avoir enfin brisé, me laissant en plan et sans le sou dans un pays étranger. Ils n'avaient aucune idée que le poignard numérique qu'ils venaient de me planter dans le dos était en fait la clé de leur propre chute. Avant de vous parler du vol de retour et du silence glacial qui a suivi, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Cela m'aide à partager ces histoires de limites et de survie. Avez-vous déjà vu un membre de votre famille emprunter quelque chose sans jamais le rendre? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, montons dans cet avion. Le vol de Londres à Chicago dure environ 8 heures, mais quand toute votre vie a été liquidée par les personnes qui étaient censées la protéger, ces 8 heures ressemblent à une éternité coincée dans un tube en métal pressurisé. Je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ce solde de 0.00. Je sentais l'air sec et recyclé de la cabine me gratter la gorge, et le bourdonnement des moteurs à réaction semblait vibrer en synchronisation avec la fureur froide qui irradiait de ma poitrine. J'ai passé la majeure partie du vol à fixer le minuscule avion numérique sur l'écran du dossier du siège, le regardant ramper à travers le vaste et sombre Atlantique. Autour de moi, des gens dormaient sous de fines couvertures ou regardaient des comédies romantiques, inconscients du fait que la femme au siège 14B démantelait mentalement une famille. Les agents de bord m'ont offert des plateaux en plastique de nourriture rassis et de l'eau tiède, mais je ne pouvais pas avaler. Mon estomac était un nœud de glace pure. Je n'arrêtais pas de penser à la mathématique. Pas seulement l'argent, mais les années, les milliers d'heures supplémentaires, les anniversaires manqués, les ampoules sur mes mains à cause de la boulangerie, et les yeux fatigués par la programmation. Tout cela avait été converti en un acompte pour une sœur qui ne reconnaîtrait pas une dure journée de travail même si elle la frappait au visage. Ma mère, Sarah, et mon père, Robert, n'avaient pas seulement volé mon argent. Ils avaient essayé de voler mon temps. Ils avaient essayé de me dire que ma vie était secondaire par rapport au confort de Lily. Mais alors que nous commencions notre descente vers l'aéroport international OR, un calme étrange s'est installé en moi. C'était la même clarté que je ressentais lorsqu'un logiciel complexe finissait par se compiler sans erreur. J'ai réalisé qu'ils étaient tombés dans le piège que j'avais tendu des mois auparavant. Ils ont vu le compte d'urgence familial comme un gros lot, ne se demandant jamais pourquoi je laisserais autant d'argent vulnérable. Ils étaient tellement aveuglés par leur cupidité pour Lily qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils venaient de signer leurs propres arrêts de mort financière. Quand les roues ont touché le tarmac avec un bruit sourd et secouant, je ne me sentais plus comme une victime. Je me sentais comme une architecte. Le vent froid de Chicago m'a frappé dès que je suis sorti du terminal, mordant à travers mon manteau léger. Mais je l'ai accueilli. Il semblait honnête. Je ne suis pas allé à mon appartement. Je ne suis pas allé à l'hôtel. J'ai hélé une voiture et j'ai donné au chauffeur une adresse dans la banlieue de Naperville. J'allais à la maison que mon argent avait achetée. J'allais voir le rêve qu'ils avaient construit par-dessus mon cauchemar, et j'allais m'assurer qu'ils comprennent que certaines fondations sont construites pour être démolies. Le chauffeur m'a déposé dans une impasse immaculée à Naperville. La rue était bordée de maisons qui semblaient appartenir à un catalogue. Des pelouses parfaitement entretenues, des volets noirs et des couronnes coûteuses sur chaque porte d'entrée. Mes parents et Lily étaient dans la maison du centre, une maison de style ferme moderne avec un vaste porche. Je suis resté sur le trottoir pendant un moment, le vent froid me mordant le cou, regardant une propriété que ma sueur, mes semaines de 80 heures et mes vacances manquées avaient payé. Je n'ai pas frappé.
J'ai poussé la porte d'entrée et l'odeur de la peinture fraîche et des bougies à la vanille coûteuse m'a frappé comme un coup physique. À l'intérieur, c'était une célébration. Il y avait des ballons attachés à l'escalier et le bruit d'un bouchon qui sautait dans la cuisine. Lily se tenait au milieu du salon voûté, portant une robe de créateur et tenant une coupe de champagne. Elle m'a regardé et, pendant une fraction de seconde, elle a eu l'air surprise, mais la surprise s'est rapidement transformée en un sourire narquois. Le même regard arrogant qu'elle utilisait depuis que nous étions enfants pour me faire savoir qu'elle avait gagné. Avery, s'est exclamée ma mère Sarah en se précipitant vers moi avec un sourire de pacificatrice qui n'atteignait pas ses yeux. Tu es de retour si tôt. Nous pensions que tu resterais à Londres pendant des mois. C'était le cas, ai-je dit, ma voix aussi froide que la glace de la Tamise jusqu'à ce que je voie le solde de mon compte bancaire. Où est mon argent, maman? Robert est entré dans la pièce depuis le patio, tenant un verre de whisky. Il n'avait pas l'air coupable. Il avait l'air contrarié, comme si j'interrompais une fête privée. Ne fais pas de scène, Avery. Nous avons fait ce qui était le mieux pour la famille. Lily avait besoin d'un nouveau départ après son dernier revers. Tu as du succès. Tu es la personne forte. Tu peux en gagner plus. Ce n'était pas à vous de décider, ai-je répliqué sèchement. Lily a pris une gorgée lente de son champagne, ses yeux me scrutant avec une pure moquerie. Oh, s'il te plaît, Avery, arrête d'être si dramatique. Tu as toujours été la bourreau de travail solitaire et misérable. Que allais-tu faire de tout cet argent de toute façon? Acheter un autre ordinateur? Elle a ri. Un son aigu et métallique qui a rempli la pièce. Regarde cet endroit. J'ai enfin ce que je mérite, et la meilleure partie, c'est que c'est toi qui l'as payé. Elle s'est approchée de moi, sa voix tombant à un murmure dégoulinant de venin. Tu n'es qu'une banque pour nous, Avery, un distributeur automatique humain. Et maintenant, tu n'as même plus un seul centime à ton nom. Tu es fauché. Tu n'es rien. Alors pourquoi ne retournes-tu pas dans ton petit bureau et ne laisses-tu pas la vraie famille célébrer? Sarah a hoché la tête en signe d'accord. Ma chérie, ta sœur avait plus besoin de nous. Elle devait avoir cette maison pour conserver sa réputation. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai regardé leur visage. L'inquiétude feinte de Sarah, la posture défensive de Robert et le sourire triomphant de Lily. Ils croyaient vraiment m'avoir dépouillé de mon pouvoir. Ils pensaient m'avoir laissé avec rien d'autre qu'un billet de retour et un esprit brisé. Mais alors, un son bas et silencieux a commencé dans ma poitrine. J'ai éclaté de rire. Ce n'était pas un rire triste, et ce n'était pas le rire de quelqu'un qui avait perdu la tête. C'était le rire d'une femme qui venait de voir ses ennemis marcher directement au centre d'un piège qu'elle construisait depuis des années. Le rire a résonné à travers le plafond voûté du nouveau salon de Lily, aigu et dentelé comme du verre brisé. Ma mère s'est figée, le sourire sur son visage tressaillant. Mon père a baissé son verre de whisky, les sourcils froncés de confusion. Lily m'a simplement dévisagé, sa coupe de champagne tremblant légèrement. Qu'est-ce qui est si drôle, Avery, a craché Lily, sa voix s'élevant dans une colère défensive. Tu as tout perdu. Tu devrais pleurer sur le sol, nous suppliant de t'héberger. J'ai essuyé une larme de rire égarée de mon œil et j'ai fait un pas vers l'îlot de cuisine en acajou, celui que mon argent était censé avoir payé. Vous pensez vraiment que je suis aussi stupide, n'est-ce pas? Vous pensez qu'après des années à vous regarder vider mon fonds universitaire, voler mes opportunités d'enfance et me traiter comme un plan de secours, je laisserai simplement le travail de toute ma vie dans un compte d'épargne basique. J'ai sorti un dossier fin en cuir de la sacoche de mon ordinateur portable. Je ne me suis pas précipité. Je voulais qu'ils sentent le poids du silence. J'ai pensé aux nombreuses histoires que j'avais entendues, comme celle de la fille dont les parents l'avaient laissée dans un orphelinat pour revenir en rampant quand elle a eu du succès. Mes parents étaient pareils. Ils ne me voyaient que lorsque j'avais quelque chose qu'ils voulaient. Le visage de Sarah est devenu pâle. Avery, nous n'avons pas volé. Nous avons aidé ta sœur. Vous avez pris 50 000 $ qui ne vous appartenaient pas, maman. Mais voici la partie que vous n'avez pas vérifiée. J'ai fait glisser un document sur le comptoir en marbre. Ce compte n'était pas une épargne standard. C'était un compte de prêt privé structuré. En accédant à ces fonds sans autorisation signée pour une urgence spécifique, vous n'avez pas simplement retiré de l'argent.
Vous avez déclenché un accord de prêt commercial à court terme à taux d'intérêt élevé que j'avais préétabli avec le service juridique de ma banque. Robert a saisi le papier, ses yeux scrutant les petits caractères. Il est écrit ici 30% d'intérêt composé chaque semaine. Exactement, ai-je souri. Et puisque les fonds ont été déplacés vers un actif, cette maison, la banque a déjà placé un privilège principal sur la propriété. Vous n'avez pas acheté une maison à Lily avec mes économies. Vous venez de faire d'elle une débitrice à haut risque envers une banque qui n'a pas de politique la famille d'abord. La mâchoire de Lily s'est décrochée. La coupe de champagne a finalement glissé de sa main, se brisant sur le plancher en bois dur. Mais ce n'est pas la meilleure partie, ai-je continué, appréciant la façon dont l'air semblait quitter la pièce. Vous pensez m'avoir laissé sans rien. Ma véritable richesse, les 90% que vous n'avez pas pu trouver, est verrouillée dans une fiducie aveugle à Austin, au Texas. Elle est gérée par une entreprise tierce qui exige une vérification biométrique. Vous ne pourriez pas y toucher même si vous aviez mon numéro de sécurité sociale et une arme pointée sur ma tête. J'ai regardé ma mère qui s'agrippait maintenant au dossier d'une chaise pour ne pas tomber. Je savais que vous feriez cela. J'espérais que non, mais je le savais. Vous me considériez comme un distributeur automatique humain, comme Lily l'a si éloquemment formulé. Mais vous avez oublié qu'un distributeur automatique n'est qu'une machine. Et finalement, la machine cesse de distribuer de l'argent lorsque le titulaire du compte décide de couper le courant. La moquerie avait disparu. La célébration était morte. À sa place se trouvait la prise de conscience froide et dure que la personne forte avait finalement riposté. L'air dans le salon était épais d'un nouveau type de silence, un silence qui ressemblait à l'air lourd et ionisé juste avant un coup de foudre. La main de Robert tremblait visiblement alors qu'il tenait la corde près. Sarah fixait le comptoir en marbre comme si elle s'attendait à ce qu'il s'ouvre et l'engloutisse tout entière. Et Lily, son visage était passé de triomphant à une teinte maladive de gris. Ce n'est pas légal, a balbutié Robert, sa voix manquant de son autorité retentissante habituelle. Tu es notre fille, Avery. Tu ne peux pas simplement tendre un piège à ton propre père. Je n'ai pas tendu de piège, Robert, ai-je dit. Et pour la première fois, je ne l'ai pas appelé papa. Le mot semblait trop lourd, trop sacré pour l'homme qui se tenait devant moi. J'ai remis la main dans mon dossier et j'ai sorti une pile de journaux, des données techniques montrant l'adresse du protocole Internet de leur maison, l'horodatage exact du transfert et une signature numérique qui n'était pas la mienne. Vous avez utilisé mon identité pour autoriser un transfert vers une société de portefeuille immobilier, ai-je continué, ma voix stable et froide. Sarah a haleté, sa main portant à sa gorge. La prison? Avery? Comment peux-tu même dire cela? Nous sommes tes parents. Nous t'avons tout donné. Vous m'avez donné une chaise pliante à la table de la cuisine pendant que Lily avait l'acajou, ai-je répliqué, les décennies de colère refoulées s'aiguisant enfin en un seul point. Vous m'avez donné la facture de mon université pendant que Lily avait droit à une tournée en Europe, et maintenant vous m'avez donné les preuves dont j'ai besoin pour vous faire enfermer. J'ai tourné mon regard vers Lily, qui s'agrippait à sa robe de créateur comme si elle pouvait la protéger. Et toi, tu voulais tellement cette vie de rêve que tu te moquais de savoir à qui appartenait le sang sur le plancher. Eh bien, voici votre choix. Un seul choix. Vous avez exactement 48 heures pour mettre cette maison sur le marché en tant que vente d'urgence. Vous rendrez chaque centime que vous avez pris, plus la pénalité d'intérêt de 30% déclenchée par l'accès non autorisé, et vous signerez des aveux légaux déclarant que les fonds ont été consultés sans ma permission. Et si nous ne le faisons pas? A sifflé Lily, une étincelle désespérée de son ancienne arrogance vacillant pendant une seconde. Si vous ne le faites pas, ai-je dit, en me penchant jusqu'à ce que je puisse voir la panique dans ses pupilles. Je franchis cette porte et je conduis directement au bureau extérieur du Bureau fédéral d'investigation à Chicago. J'ai les journaux de connexion. J'ai la fausse signature. J'ai la preuve de l'achat de la maison. Je déposerai le rapport et la banque commencera la procédure de saisie avant même que vous ne puissiez faire vos valises. Tu ne perdras pas seulement la maison, Lily. Tu perdras ta liberté. Et maman et Robert seront juste là dans la cellule à côté de toi pour complot. Le château de cartes ne s'est pas contenté de tomber, il s'est désintégré. Sarah a commencé à sangloter. Pas les fausses larmes manipulatrices que j'avais vues 1000 fois, mais les sanglots saccadés et les d'une femme qui réalisait qu'elle avait finalement joué et perdu son dernier jeton. Lily s'est effondrée sur le canapé cher, fixant le sol.
La maison de rêve qu'ils avaient volée ressemblait à une cage. Avant de vous parler du document final que je leur ai fait signer et de l'endroit où je suis allé après être sorti de cette maison, prenez s'il vous plaît un moment pour aimer et vous abonner. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Pensez-vous qu'Avery est trop dur, ou est-ce enfin la justice? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Ils ne m'ont pas combattu, ils ne le pouvaient pas. Quand la menace d'une prison fédérale vous dévisage, la façade de la famille d'abord s'évapore assez rapidement. La maison de Naperville a été mise en vente d'urgence dès le lendemain. Elle a été vendue pour moins que ce qu'ils avaient payé, et chaque centime, ainsi que la pénalité d'intérêt de 30% que j'avais intégrée au piège, ont été virés sur mon compte protégé. J'ai regardé la notification apparaître sur mon téléphone alors que j'étais assise à l'aéroport en attendant mon vol pour Austin, au Texas. Je n'ai pas ressenti un élan de joie. J'ai juste ressenti une profonde sensation d'apesanteur, comme si j'avais enfin coupé l'ancre qui m'avait entraîné vers le fond de l'océan pendant 27 ans. Je ne suis pas resté à Chicago pour les regarder faire leurs valises. Je ne voulais pas entendre les supplications de Sarah ni voir les larmes de Lily. J'ai bloqué leur numéro avant même que l'avion ne quitte le tarmac. Déménager à Austin n'était pas seulement un choix de carrière. C'était une renaissance totale. J'ai créé ma propre société de conseil en technologie indépendante et, en 6 mois, j'avais plus de clients que je ne pouvais en gérer. Je me souviens du premier matin dans mon nouveau bureau. Les fenêtres du sol au plafond donnaient sur le fleuve Colorado et l'air sentait l'espresso haut de gamme et le parfum vif et propre des meubles en cuir cher. C'était l'odeur d'une vie que j'avais construite de mes propres mains, sans permission et sans excuse. Il y a un type de silence spécifique dans une maison qui est vraiment la vôtre. Un silence qui n'est pas solitaire, mais paisible. Pas d'épaisse fumée de cigares, pas de parfum d'eau de rose masquant un mensonge, et personne ne me demandant de résoudre un problème pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Quant à mes parents et à Lily, aux dernières nouvelles que j'ai eues par l'intermédiaire d'un cousin éloigné, ils vivent dans un appartement exigu d'une chambre à la périphérie de la ville. Lily occupe un emploi dans le commerce de détail qu'elle déteste, se plaignant à qui veut l'entendre que j'ai ruiné sa vie. Robert et Sarah sont confrontés à la réalité financière de leur propre cupidité. Ils ont joué mon avenir pour offrir à Lily un rêve qu'elle n'avait pas mérité, et ils ont fini par tout perdre. La mathématique a fini par s'équilibrer, mais pour la première fois, ce n'est pas moi qui payais la facture. J'ai regardé le coucher de soleil sur les toits d'Austin et j'ai réalisé que je n'avais pas seulement sauvé mon argent. Je m'étais sauvé moi-même. Je suis assise ici aujourd'hui dans mon bureau à Austin, regardant les toits de la ville, et je réalise une chose fondamentale que j'aurais aimé savoir quand j'étais cette fille de 8 ans avec la table fissurée et la clôture bleue. Les gens utilisent souvent l'expression la famille d'abord comme une arme pour justifier les trahisons les plus toxiques. Ils l'utilisent comme un cadenas pour vous enfermer dans une pièce où ils sont les seuls autorisés à respirer. Mais la vérité que j'ai apprise, la dure et coûteuse vérité à 50 000 $, c'est que la famille n'est pas une dette biologique que vous devez pour le reste de votre vie. C'est un lien réciproque fondé sur le respect. Et si le respect n'est pas là, le lien n'existe pas. Mes parents et Lily pensaient qu'ils pourraient utiliser ma résilience comme carburant pour leur cupidité pour toujours. Ils ont confondu ma force avec un carnet de chèques ouvert. Mais en partant et en choisissant ma propre vie, je n'ai pas seulement sauvé mon argent, j'ai sauvé ma dignité. Je ne suis plus la personne fiable qui souffre en silence. Je suis la femme qui sait exactement ce qu'elle vaut. Et je ne laisserai personne, pas même les personnes qui m'ont mise au monde, me dire le contraire. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ce voyage. Votre soutien compte énormément pour moi. Si cette histoire a résonné en vous, ou si vous avez déjà dû tracer une ligne dure pour protéger votre propre avenir, s'il vous plaît, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis absolument tous. Et si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire de justice et de limite. Prenez soin de vous. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.